Alors, on a 16 personnes qui sont connectées pour l'instant. On est ravis de vous accueillir. On va encore attendre 2 minutes avant de débuter. Donc, ce webinaire sur comment adapter son organisation et ses équipes aux nouvelles exigences environnementales. Peut-être pour compléter aussi ce que vient de dire Aurélie, on a voulu aussi ce webinaire le plus interactif possible. Donc pendant la session, n'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat. On verra dans quelle mesure on peut rebondir directement dessus. L'idée, c'est que vous puissiez prendre votre post-déj, votre sandwich et nous écouter en même temps, et en même temps glisser une main pour pouvoir poser vos questions et qu'on y réponde. Exactement. Bon, Camille, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on... Ouais, on va démarrer. Ouais. Vas-y, démarrons. Super, parfait. Écoutez, bonjour à tous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui autour d'un webinaire qui a pour thème l'adaptation de son organisation et de ses équipes aux nouvelles exigences environnementales. Je suis Aurélie du logiciel Outils et je suis ravie de pouvoir co-présenter ce webinaire avec Camille, qui est CEO du logiciel Time2Beam. Je te laisse te présenter, Camille. Ouais, bonjour à tous. Donc moi, je suis CEO fondateur de la startup Time2Beam. Et vraiment aujourd'hui, avec Aurélie, l'objectif, c'est vous montrer des leviers concrets pour pouvoir adapter votre organisation. Donc vous donner un minimum 2 solutions à l'issue de ce webinaire pour adapter et reprendre le contrôle de votre stratégie projet à l'égard de vos équipes et de ses enjeux. Peut-être juste pour ma part présenter la startup. Donc Time2Beam, c'est une startup qui développe des outils dédiés aux agences d'architecture pour leur permettre d'intégrer cette dimension carbone dans leur réflexe de conception. Aujourd'hui, on a plus d'une 50aine d'agences qui utilisent en France nos solutions. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre à disposition des outils qui sont très simples, qui vont vous permettre d'avoir une orientation carbone simplifiée dès les premières étapes de vos projets, comparer de façon autonome et agile différentes variantes de matérialité, de morphologie à l'égard des ambitions et de votre vision archi, et en même temps derrière avoir des tableaux de bord qui sont maximum ludiques, didactiques et transparents pour avoir un vrai levier de décision à l'égard des équipes et de vos clients. Je vais peut-être du coup te faire une passe, Aurélie, pour que tu puisses faire un petit zoom sur Outils. Ouais, avec plaisir. Donc moi, je représente aujourd'hui le logiciel Outils. Outils, c'est un logiciel de gestion tout en un qui est vraiment dédié aux architectes, aux bureaux d'études. Et l'objectif, c'est de permettre de piloter vos projets, vos équipes et votre rentabilité de la manière la plus simple possible. Et pour la petite histoire, Outils a été fondé par Maxime, qui est notre CEO, en 2017. Et c'est parti d'un constat, il vient d'une famille d'architectes. Et en fait, son constat, c'était que sa famille utilisait plein de tableurs Excel différents. Et en fait, il a repris ces grands tableurs Excel, il les a rendus dynamiques et il a développé autour de ça une interface intuitive. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un marché parce qu'il y avait des problématiques métiers qui étaient ultra spécifiques dans le monde des architectes et des bureaux d'études. Et donc, 8 ans plus tard, on a 850 agences clientes en France, à l'étranger. On a un bureau au Canada, on a un bureau à Dubaï. Et on a également des clients en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Royaume-Uni. Et qu'est-ce que Outils permet à nos clients? C'est vraiment d'essayer d'automatiser au maximum leur gestion d'agence, de l'opportunité jusqu'à la facturation, en passant par la gestion de projet, la gestion des plannings, à la fois les plannings de charges et les plannings de ressources, et en intégrant aussi des choses qui sont très spécifiques à votre métier, la gestion des co-traitants, la gestion des sous-traitants, la révision de prix, jusqu'à
l'émission des factures, la gestion des relances et le nerf de la guerre, mais on va en discuter un petit peu par la suite, également le suivi des marges et des performances en temps réel. Alors, pourquoi on a voulu ce webinaire aujourd'hui ? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à un contexte économique, comme on le sait tous, qui est complexe et fragile, avec des exigences environnementales qui s'intensifient, et Camille va revenir dessus en profondeur. Et face à ça, en fait, les agences d'architecture et les bureaux d'études doivent vraiment essayer de transformer au maximum ce qu'on peut voir comme des défis en levier de croissance. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui ? Effectivement, quels sont les défis majeurs liés aux contraintes économiques et environnementales ? Comment, face à ça, essayer de structurer ces équipes autour du projet et également intégrer le prisme carbone dès le moment de l'esquisse. Et on vous fera également, surtout Camille, des retours d'expérience client sur la partie carbone. Alors, si on revient sur les contraintes économiques et environnementales, côté outils, nous, ce qu'on peut constater, c'est que nos clients font face, et vous le voyez, à une crise du logement et à une baisse des marchés publics. Clairement, quand on est dans un contexte politique instable, nos clients nous le disent, certains avaient dans leur chiffre d'affaires jusqu'à 40-50% de marché public. Aujourd'hui, ils nous disent que ça a clairement réduit. Certains nous parlent d'une réduction jusqu'à 5% de marché public. Je ne sais pas si toi, c'est un truc que tu peux aussi observer de ton côté, Camille, côté Time2Beam. Si, ouais, clairement, il y a une réduction forte. Après, c'est vrai que l'équilibre politique aussi est fragile et donc, de facto, il y a un ralentissement aussi sur cette commande-là qui quand même constitue un vivier de projets majeur pour les agences d'architecture et la globalité des acteurs du secteur. C'est clair. Clairement. Et du coup, face à ça, ce qu'on observe, qui dit moins d'opportunités, dit du coup derrière des budgets plus restreints avec parfois des diminutions de marge. Donc, c'est vraiment une grosse contrainte pour le secteur. Et ça peut aussi engendrer du coup des retards de paiement et avec des trésoreries qui du coup sont fragilisées et une difficulté parfois à sécuriser en fait la facturation et l'encaissement. Et puis face à ces enjeux du coup vraiment économiques et marché, on a rajouté une couche supplémentaire avec ces réglementations environnementales. L'arrivée de la RE 2020 a quand même vachement bousculé les méthodes actuelles de conception, l'organisation aussi, l'implication des différents acteurs. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette réglementation, bien qu'elle soit contraignante et restrictive, elle est quand même pionnière à l'échelle internationale et européenne. On peut quand même être fier de ça. Concrètement, ce qu'elle a rajouté, cette réglementation à l'égard des réglementations thermiques qu'on connaissait, c'est vraiment ce nouveau zoom sur les indicateurs de performance environnementale et donc les émissions de gaz à effet de serre générées par l'intégralité des matériaux et équipements sur la durée de vie d'un projet, donc sur 50 ans. Et donc, forcément, pour pouvoir quantifier ces émissions, au-delà des autres indicateurs sur lesquels je zoome pas présents dans la RE 2020, mais celui-là étant quand même assez névralgique, il faut avoir très en amont des quantités de matière qu'on va associer à des données environnementales pour avoir un score carbone qui doit respecter un seuil réglementaire. Donc, ça fait quand même un gros challenge à relever. Et pour autant, il n'y a pas plus d'honoraires qu'il y en avait avant. Il y en a même un peu moins à l'égard de cette crise et du contexte que vient de préciser Aurélie. Si c'était que ça, donc là déjà ça bouscule quand même pas mal les choses. Cette réglementation, elle est efficiente. Elle est déployée depuis 2022. On a atteint un premier jalon en 2025. On a mis dans le webinaire RE 2025. On parle bien sûr de la RE 2020, seuil 2025, premier jalon où on abaisse le niveau d'exigence et donc où on rehausse l'importance de respecter ce quota d'émissions. Et cette réglementation, elle va se durcir dans les prochaines années. On a une première échéance à partir de janvier 2026 dans laquelle on va intégrer de nouveaux usages. On pourra vous transmettre un peu, je vous invite à vous renseigner sur les nouveaux usages concernés, mais parmi les nouveaux usages, on a les hôtels, les crèches, les commerces, les restaurants qui vont avoir beaucoup d'impact sur les projets déjà mix. Quand on fait des projets de logement, il y a toujours un peu de commerce, un peu de restaurant. Donc là, on va étoffer, élargir le scope d'intervention réglementaire, mais aussi d'autres projets sur des gares, sur des parcs d'activités, sur d'autres usages un peu complémentaires.
Et on aura bien sûr un jalon qui va abaisser le niveau d'exigence, enfin rehausser le niveau d'exigence à partir de 2028, puis à partir de 2031. Donc là, il y a une vraie trajectoire réglementaire qui s'est dessinée depuis 2022 et qui a commencé par s'intensifier et qui va encore se durcir sur les 6 prochaines années. Par rapport à ces contraintes qu'on vient de vous présenter avec Aurélie, nous, on a identifié chacun avec notre prisme aussi 4 défis majeurs, mais qui se recoupent. Le premier, c'est qu'à l'égard de ces réglementations, il y a des besoins côté client, côté maîtrise d'ouvrage, et ces besoins, ils sont à l'égard de cette trajectoire réglementaire, mais aussi à l'égard d'une trajectoire plutôt européenne. Vous avez une réglementation, donc la CSRD, qui est là aussi pour valoriser toutes ces maîtrises d'ouvrage qui prennent ce virage d'intégration de la quantification des émissions de gaz à effet de serre. Et donc derrière, les clients, les agences d'architecture, les bureaux d'études sont derrière les premiers liens qui vont devoir accompagner ces clients et répondre à ces enjeux. Deuxième sujet, c'est l'adaptation à ces méthodes. On travaille aujourd'hui différemment. Ces contraintes, elles rabattent un peu les cartes de la façon dont on travaillait avant et celle qu'on a adoptées aujourd'hui. Et il faut les adopter, ces nouvelles méthodes, dès aujourd'hui pour rester compétitif dans la durée. Et vis-à-vis de ça, on parle de compétitivité, il y a forcément un sujet plutôt de tension financière et c'est ce que tu vas aborder aussi, Aurélie, en termes de défis, j'imagine. Oui, complètement. Effectivement, le nerf de la guerre, c'est clairement la compétitivité et du coup, ça passe aussi par des sujets plus économiques et financiers. Et donc, un des autres défis majeurs, ça va être le pilotage de la trésorerie. Clairement, dans un marché qui est tendu et concurrentiel, il est hyper crucial de bien piloter sa trésorerie. Et nous, ce qu'on peut constater chez certains clients en devenir, comme j'aime les appeler, qui n'ont pas forcément encore une solution de facturation, c'est qu'ils me disent, nous, on va gérer notre facturation de projet via des Excel qui sont pilotés par les chefs de projet. Et il peut nous arriver que, comme c'est pas automatisé, on oublie de facturer 1 mois, 2 mois. Et donc, du coup, ça crée des risques, en fait, au niveau de la trésorerie. Donc, c'est hyper important de se dire, OK, ma trésorerie, c'est le nerf de ma guerre. On sait très bien que l'architecture, c'est un milieu où on est sur souvent des missions qui durent parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, de pouvoir piloter, en fait, l'entrée d'argent, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, demain, en 2026, il va y avoir une réglementation qui s'appelle FactureX, donc sur la facturation électronique, qui va venir obliger un certain nombre de choses, notamment dans l'émission d'une facture électronique. Et je pense que ça, on peut le voir comme une contrainte ou au contraire comme une opportunité, comme on essaye de le dire dans ce webinaire. C'est-à-dire que de devoir utiliser un outil, ça permettra aussi d'avoir plus de vélocité en fait dans sa facturation et donc, in fine, une meilleure gestion de sa trésorerie. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, qui est complètement lié, c'est le fait de préserver sa rentabilité. Parce que justement, dans un marché plus concurrentiel ou face à une politique assez inflationniste, mais en fait, on se rend compte que c'est plus difficile d'être rentable. Donc, il est absolument crucial de pouvoir anticiper, de pouvoir analyser la rentabilité de ses phases, la rentabilité de ses projets au niveau de l'agence pour vraiment s'assurer en fait que typiquement, si sur une phase, on n'a pas été rentable parce qu'on a consommé trop d'heures, sur une prochaine phase, on va vraiment faire attention à essayer de piloter ça, voire même revoir avec son client pour mettre en place des avenants. Alors justement, comment à la fois structurer en fait ses équipes et orienter ses choix pour essayer de façonner la trajectoire de son projet, côté architecte. Alors, au niveau de la structuration de l'équipe, en fait, nous, on a identifié 4 grands items sur lesquels on peut essayer de structurer en fait son équipe autour du projet. Le premier point, ça va être d'essayer de définir les responsabilités selon la charge, les échéances et les livrables. Et l'objectif, ça va être de vraiment essayer d'identifier pour chaque phase du projet qui fait quoi, quand, avec quelles ressources, et de pouvoir en fait vraiment le piloter et d'ajuster en cours de route ce plan de match grâce à des jalons et aussi en fonction de la charge réelle au niveau de chaque projet. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est d'adopter en fait un mode opératoire qui va être à la fois structuré, mais également partagé au niveau de l'entreprise. Et donc, ça peut passer par la mise en place
de rituels comme des récapitulatifs hebdomadaires, des points d'étape, des rétro-plannings, et aussi de vraiment avoir des principes communs qui sont définis sur qui valide, qui escalade s'il y a besoin d'escalader, pour essayer toujours au maximum de sécuriser le déroulé, même si on sait très bien qu'un projet est défini, les phases sont définies et que tout va bouger. Mais c'est d'autant plus important d'avoir une structure qui est définie pour essayer au maximum, essayer de sécuriser tout ça. Donc une rigueur organisationnelle. Ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même être rigoureux dans l'organisation de qui fait quoi, à quel moment, avoir une vue un peu déjà établie de l'organisation interne pour la perfectionner aussi, quoi. Exactement. Au maximum d'essayer de le structurer, même si après on sait très bien que rien ne se passe jamais comme prévu, mais si on a pu le structurer au départ, déjà on se donne un petit peu plus de chance de pouvoir suivre ça au fur et à mesure des étapes. Ok. Ensuite, un point également important, ça va être d'essayer d'instaurer un cadre, donc on est toujours dans ce côté structuration, cadre collaboratif pour justement essayer de minimiser les imprévus. L'idée étant d'essayer de travailler avec des référentiels qui vont être partagés, notamment des plannings. Et on sait très bien qu'un planning est défini au départ, des plannings de charges, des plannings de ressources qui vont bouger. Mais justement, de pouvoir anticiper son planning, de pouvoir voir effectivement quelle personne va être charrette, pour pouvoir éventuellement redispatcher le planning de charge pour faire en sorte d'anticiper ça et de maximiser à la fois sa gestion de projet et in fine aussi sa rentabilité pour que chaque personne soit attribuée au bon projet, au bon moment et d'éviter, comme ça arrive évidemment parce qu'on le voit, de se retrouver avec quelqu'un qui est complètement charrette alors que quelqu'un aurait été peut-être un petit peu moins staffé sur des projets, ce qui peut aussi avoir des sujets au niveau humain et du coup mettre en risque en fait par rapport à sa gestion RH. Et on le sait aussi que la gestion des talents fait partie intégrante de la réussite d'une entreprise. Tu parlais d'humain, du coup, Aurélie. Ouais. Est-ce que finalement, de tout ce que tu viens de présenter là, est-ce que pour structurer une équipe, il faut forcément être, tu vois, une grosse agence, avoir déjà des méthodes bien établies, ou est-ce que finalement, on n'a pas besoin d'être beaucoup pour appliquer, on va dire, ces prérequis et les solutions que tu nous partages à cet égard? C'est super intéressant comme question. En fait, on nous pose souvent la question, typiquement, à partir de combien de personnes on peut utiliser l'outil et à partir de combien de personnes ça vaut le coup de structurer. Et nous, au niveau de nos clients, on a aussi bien des gens qui sont indépendants que des agences avec plusieurs centaines de collaborateurs. Et en fait, je pense que sans rentrer dans une usine à gaz, parce que ce n'est pas l'objectif, mais de commencer à mettre en place certaines bonnes pratiques le plus tôt possible, c'est en fait gagner énormément de temps par la suite parce qu'on le voit, si on ne l'a pas fait, et ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard, mais le fait de devoir après migrer des projets qui ont été suivis dans des Excel, de ne pas avoir forcément mis tout de suite des process en place, ce sera plus complexe à mettre en place par la suite. Ok. Et justement, c'est une magnifique transition vers le fait en bonne pratique, d'essayer de mettre en place des outils pour justement rendre visible, responsabiliser, synchroniser le pilotage de projet, où on va pouvoir, dès le départ, en fait, assigner des rôles, contrôler les charges, justement, suivre les livrables, automatiser les éventuels décalages au niveau de la gestion de projet et le relier aussi à l'automatisation de la facturation pour pouvoir derrière vraiment bien gérer les tâches, les échéances et du coup, in fine, en fait, renforcer la cohésion collective et réduire les zones d'ombre au niveau de la gestion quotidienne de projet. Ouais, c'est intéressant. Du coup, Aurélie, dans la construction de outils, vous êtes appuyé du coup sur ces prérequis pour, j'imagine, construire l'application en elle-même. Ça a été quoi la réflexion pour répondre un peu à ce besoin de finalement d'avoir quelque chose d'assez ludique aussi en pratique pour retranscrire l'enjeu un peu. Il faut s'organiser, il faut être rigoureux en quand même quelque chose d'assez friendly finalement en mise en pratique derrière. Ouais, complètement. En fait, on a fait un constat simple. C'est que et ça on le voit, si un outil n'est pas adopté, il ne sert à rien. Et donc, en fait, nous, depuis le début, on s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait un enjeu à équiper les fondateurs, les responsables administratifs, les chefs de projet, mais notre plus grand enjeu, finalement, c'était l'adoption de toutes les personnes dans l'agence. Et donc, du coup, on est complètement drivé par la création d'une interface intuitive, user-friendly pour faire en sorte justement de maximiser cette adoption au niveau de tous les gens de l'agence d'architecture. Ok.
Top, trop bien. Bah, merci beaucoup Aurélie pour ce passage vraiment très clair sur le fait de structurer son équipe, de s'organiser aussi. Nous, côté prisme carbone, il y a un enjeu aujourd'hui pour les agences d'architecture d'intégrer ce prisme dès les premières étapes du projet, bien qu'aujourd'hui ce projet soit principalement piloté par des bureaux d'études ou des économistes. Il y a cette volonté pour les agences d'architecture de pouvoir répondre à leurs enjeux clients, comme on l'a vu, hein, relever un peu ces défis actuels. Et en effet, pour pouvoir répondre à ces enjeux et faire ça dans les meilleures conditions, nous, on a identifié quand même 4 étapes claires, hein, qu'on retrouve beaucoup chez nos clients. La première, ça va être tout simplement d'essayer d'identifier une ou des ambassadeurs en interne qui vont être en mesure de pouvoir animer et fédérer cette montée en compétences. Ça, c'est une première étape indéniable. Le deuxième sujet, mais je pense que c'est pareil aussi pour vous, Aurélie, tu as toujours une personne qui va être plus propice à l'utilisation de l'outil et au déploiement, quoi. C'est ça, hein. Toujours. Ah ouais, complètement. Et une fois que ce premier step il est passé, il y a, OK, maintenant on a identifié une personne référente, une personne qui n'est pas forcément experte forcément, mais qui a un peu d'appétence pour cette thématique ou un peu de problématique rencontrée. Et il y a le deuxième volet qui est forcément il faut améliorer ses connaissances. Aujourd'hui, si un architecte dit à un maître d'ouvrage, écoute, je sais obligatoirement que le bois ce sera toujours meilleur que du béton. Dans les faits, c'est plutôt vrai, mais ça révèle quand même un niveau de connaissance assez limité à l'égard de son client, vu le niveau de maturité qu'ont aujourd'hui les maîtrises d'ouvrage à l'égard de ces enjeux. C'est plus compliqué que ça. Il y a une notion de données environnementales. Aujourd'hui, la France, elle détient un quart des données environnementales, produits, équipements recensés dans une base de données. Il faut quand même avoir quelques clés, quelques éléments de langage pour pouvoir dialoguer avec ses clients, avec ses partenaires et flécher ses projets avec des bons réflexes, des bonnes intuitions à l'égard des obligations réglementaires. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, pour aller plus loin, il faut maîtriser ses outils de conception. C'est un b.a.-ba, mais on a identifié quelqu'un, on a un niveau de connaissance, ça peut très bien fonctionner aussi comme ça. Le step d'après, pour aller plus loin, il faut maîtriser ce outil de conception. Okay. C'est très intéressant ce que tu dis sur la maîtrise des outils de conception. Aujourd'hui, je te retourne un peu la question que tu m'as posée. Est-ce que toutes les agences peuvent se lancer justement dans l'intégration du prisme carbone et quel que soit justement leur outil de conception? Ouais, enfin, en effet, la question de l'outil, elle vient en effet en supplément de ce qui a été dit juste avant. Aujourd'hui, toutes les agences, il n'y a pas un outil qui est plus puissant qu'un autre. Elles travaillent avec divers outils, que ce soit Revit, Archicad, Rhino, SketchUp, etc. Et il faut maîtriser cette thématique, son outil pour aller plus loin, et simplement le réflexe, c'est essayer de voir quelles sont les connexions, outils ou méthodes derrière, pour pouvoir être beaucoup plus efficient et travailler ces synergies entre je travaille comme ça, mes méthodes c'est ça, j'ai des connaissances et des compétences à l'égard de cette réglementation, comment je fais pour passer le step d'après? Et enfin, tu as derrière, une fois que je suis prêt, que je sais comment je travaille, que j'ai des compétences, que j'ai des référents, que j'ai un début de connaissances, OK, maintenant comment je peux aller plus loin? Comment je peux identifier des outils qui sont dédiés, comment je peux proposer des méthodes de conception un peu différentes qui vont me permettre à moi en tant qu'architecte de défendre ma vision architecturale, de la valoriser auprès des clients et de gagner du temps sur toutes ces étapes de conception qui se sont rajoutées avant que la réglementation arrive. Okay. Et justement, comment les clients aujourd'hui réagissent quand l'architecte arrive avec ce type de données carbone dès le départ? Ils réagissent plutôt bien. Ils sont même un peu surpris, forcément, de voir un architecte qui prend le propos un peu d'entrée. Mais quand on met un peu à plat la chaîne de valeur, l'architecte, c'est quand même le premier interlocuteur d'une maîtrise d'ouvrage. Et donc, il a l'opportunité, quand il arrive, d'entrée, montrer qu'il va être le meilleur conseil pour son client et qu'il va amener le projet à respecter un enjeu ou à conjuguer avec les autres usages, les autres enjeux hors réglementation environnementale pour être en même temps économique, être agréable à l'usage et balayer tout un tas d'autres indicateurs qui ne sont pas que le carbone. Et par rapport à ça,
Donc nous aujourd'hui, et donc ce qu'on voulait faire via ce webinaire, c'est aussi vous partager des retours d'expérience concrets. On a un retour d'expérience qui avait été proposé, enfin qui a été construit par l'agence ADMA. Je crois savoir qu'ils sont clientes outils aussi. Un de nos clients communs. Donc client commun, et donc ils avaient partagé lors d'un événement, hein, c'était sur BIMworld l'année dernière, un peu tout ce retour d'expérience détaillé qu'on va pas voir dans son intégralité, mais l'idée c'était de se dire voilà, ils étaient sur un projet iconique, le projet des Gables 2 à Dunkerque, et il y avait cet enjeu de préserver l'architecture, enfin l'écriture architecturale de ce projet-là, mais en même temps construire un peu de nouveaux bâtiments avec l'intégration de cette dimension environnementale. Donc un double enjeu, préserver l'écriture architecturale et en même temps intégrer ce prisme-là. Et donc, le retour d'expérience d'ADMA dans l'intégration de son prisme carbone, et c'est globalement toutes les agences d'architecture avec lesquelles on travaille déploient nos outils dans ce cas de figure-là, c'est dès les premières recherches morphologiques, donc dès les premières étapes du projet, avoir déjà une réflexion dans laquelle elles vont pouvoir itérer, avoir une vision très claire de la trajectoire de leur projet, défendre aussi les enjeux qui sont celles de l'agence d'architecture à l'égard du projet, mais en les conjuguant avec ces ambitions et ces réglementations environnementales, au moins sur toutes les premières phases du cadrage du projet. Et ensuite, derrière, il y a un passage de relais qui se fait au bureau d'études ou qui intervient aussi en asynchrone sur ces thématiques pour que le projet suive son cours et atteigne les performances attendues. Et justement, là, sur ANMA, qui a été assez pionnier dans la mise en place de ces enjeux dès le départ, quelles ont été leurs principales difficultés en fait avant d'en arriver à ça? Et tu parles de bureau d'études, comment ça se passe justement les relations en fait entre cabinets d'architecture qui intègrent tout de suite la partie carbone et le bureau d'études? Ouais, alors les principaux défis pour l'agence ANMA, si on reprend un peu les différents bullet points qu'on a vus juste avant sur l'intégration du prisme carbone, ils étaient déjà dans cette phase où il y avait une équipe un peu référente identifiée, pas une équipe d'ingénierie HQ, vraiment une équipe d'archi qui avait cette appétence-là. Ils avaient s'étaient déjà formés, renseignés, etc. Donc sur ce volet-là, ça a été quand même assez limpide. La maîtrise des outils, pareil, c'était une agence qui maîtrisait quand même extrêmement bien ses outils avec des référents aussi identifiés. Donc sur ce volet-là, il n'y a pas tellement eu de défi. Il y a forcément un enjeu de déploiement de méthode. Il faut aussi, comme tu l'as dit Aurélie, déployer un outil, c'est bien, mais derrière, il faut que ce soit utilisé, il faut que ça crée de la valeur aussi pour les équipes. Donc le défi pour les équipes d'ANMA, ça a été, OK, on a un outil dans les mains, maintenant il va falloir que cet outil, il serve au directeur de projet, au chef de projet qui va être au front et qui va être au devant de la scène, pas nécessairement à nous, équipes, qui faisons le lien entre connaissances, mise en place, méthode. Et donc c'est tout le défi qu'a relevé l'agence avec ses équipes, qui aujourd'hui fait que on a une multitude d'utilisateurs au sein de cette agence qui sont en capacité, sans pour autant mettre les mains dans les différentes simulations de variantes, la préparation des modèles, etc., au moins pouvoir défendre et s'appuyer sur les tableaux de bord de retranscription finale. Et après, le deuxième sujet, deuxième question, tu as abordé Aurélie, c'est comment se passe cette passerelle, cette passation entre archi et ingé. Alors, de façon générale, les partenaires bureaux d'études, eux, ce qu'ils veulent pour pouvoir élaborer, étoffer le détail de l'étude réglementaire dans sa totalité, pas seulement que sur le carbone, c'est déjà avoir un projet qui est un peu cadré. C'est plus simple parce qu'ils vont pas itérer non plus 10 000 fois, donc ça, c'est ce qu'ils attendent forcément d'une relation archi bureau d'études. Deuxième sujet, c'est que pour spécifiquement l'enjeu carbone, les partenaires bureaux d'études vont eux attendre des maîtres qui sont souvent transmis soit à partir de tableurs Excel par l'architecte, par l'économiste ou générés par le bureau d'études lui-même. Et donc, nous, dans l'interfaçage qu'on a construit aussi que pratique l'agence ANMA, il y a vraiment une passation fluide qui est faite de l'architecte à l'ingénieur dans lequel le bureau d'études n'a pas à repartir de zéro. Il peut capitaliser sur
l'intégralité des métraits qui sont présents dans nos solutions, avec déjà des données environnementales issues de la base de données NIES qui sont préaffectées, et donc gagner, lui, un temps considérable sur son temps de réalisation d'études, mais en même temps, en renforçant la synergie qu'il peut avoir avec son client et avec son partenaire archi. Ok. Et si tu devais résumer en quelques mots, qu'est-ce que va gagner une agence qui justement s'y met dès maintenant? L'agence qui va s'y mettre dès maintenant, déjà, elle va gagner de la crédibilité. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas savoir parler de carbone, c'est quand même assez défaillant. On va pas se mentir. C'est quand même le sujet du moment. Il faut pouvoir en discuter. Il n'y a pas besoin d'être expert, mais il y a donc l'agence qui va s'intéresser, elle va gagner en crédibilité. Déjà, premièrement. Ça va être plus agréable pour ses partenaires de travailler avec elle, et donc ça c'est aussi un gage de crédibilité pour ses partenaires, pour ses clients. Deuxième sujet, c'est du temps. Aujourd'hui, les méthodes où on se transmet des fichiers Excel, t'en parlais sur Outils, tu disais nous avant de développer Outils, c'était des tableurs Excel. Aujourd'hui, le carbone, c'est concrètement, on s'envoie des tableurs Excel dans lesquels on regarde des lignes, alors qu'on construit quand même des bâtiments, on met d'autres données à l'intérieur pour des références de produits. Donc, le temps à s'appuyer sur ce type de méthode qui va exploiter des modèles qui sont quand même visuellement plus agréables à regarder, plus simples à défendre, c'est quand même et puis qui va venir fiabiliser toutes ces données qui sont derrière rangées dans des tableurs. Même si à l'arrivée on continue avec le tableur, intrinsèquement on a quand même derrière la possibilité de visuellement regarder un peu plus ce qu'on fait. Donc crédibilité, gain de temps dans l'exécution de ce prisme-là. On pourra revenir un peu sur l'outil, on en reparlera un peu sur la partie rapidité peut-être juste après. Et enfin, c'est surtout donc de la crédibilité, du temps, mais aussi beaucoup d'avance. On en a parlé un peu au début. Les enjeux se durcissent. On est à un jalon 2025, 2026, on étoffe les usages. 2028, on abaisse encore le seuil et donc on rehausse le niveau d'exigence. 2031, encore pareil. Donc ce sujet, il est là et il est là pour durer. Donc c'est vraiment anticiper, prendre le sujet dès à présent pour prendre de l'avance sur les autres, quoi. Bien sûr, nous on le voit en retour d'expérience, toutes les agences d'architecture, et d'ailleurs il y a un classement qui a été fait par, je crois que le magazine Séquence Bois, qui recense les différentes agences d'architecture précurseurs sur ces thématiques du carbone. Aujourd'hui, c'est celles qui sont le plus prolifiques en termes de concours remportés, parce qu'elles maîtrisent leur sujet, elles savent de quoi elles parlent. Et aujourd'hui, un aménageur, une collectivité, un maître d'ouvrage, il va privilégier dans des projets qui ont beaucoup d'ambition, ce type d'agence d'architecture à une autre. C'est déjà le cas et ça va encore plus s'intensifier dans la durée. Okay. Donc un vrai outil de compétitivité à terme. Ouais, clairement. Ok, super intéressant. Après, sur la notion d'agilité, de rapidité d'exécution, donc là, on a vu le cas d'usage de vraiment comment est-ce qu'on accélère nos méthodes de conception, comment on l'intègre dans nos réflexes de conception avec le retour d'expérience ANMA. On a un deuxième retour d'expérience qui est là, une entreprise générale, mais qui a forcément été aiguillée par une agence d'architecture qui était patriarche sur ce projet. Là, l'idée, c'était comment est-ce que le prisme carbone, cette intégration-là, elle peut être game changer dans un concours dans lequel on est en compétition aussi avec d'autres agences. Et donc l'enjeu de ce projet, c'était, il y avait un projet, il y avait une trajectoire qui avait été prise, et puis il fallait atteindre un niveau de performance de façon très rapide, parce que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas encore trouvé la clé. Et donc, tout l'enjeu de nous, des solutions qu'on va développer, qu'on va mettre à disposition, ça va être déjà la possibilité de valoriser cette dimension au sein des méthodes. Quand vous faites une candidature, vous valorisez votre agence, vos références et la méthode. La méthode peut être différenciante. Et elle peut tilter, elle peut flécher dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage qui serait sensible à ces propos-là. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est quand vous faites un concours, vous n'avez pas de temps. Il y a jamais de temps, mais
là, vous en avez encore moins. Vous avez 10 000 sujets à traiter. Vous devez être agile, modifier sans cesse votre projet, trouver rapidement la meilleure combinaison. Vous travaillez avec des partenaires qui, pareil, n'ont pas de temps, parce que le travail ici, il est un peu à perte. Hein. Vous n'avez aucune garantie que vous allez gagner le concours sur lequel vous passez du temps. Et donc, déployer un outil comme le Node, c'est gagner énormément de temps sur ces itérations, ces retours et ces interactions archi, partenaires, entreprise générale, parce qu'il faut être le plus rapide possible. Dans le cas de ce concours, on était vraiment entre le deuxième jalon et le rendu final, en gros, et ils n'avaient pas encore réussi à trouver les clés pour proposer la version finale de leur projet. Il leur restait 10 jours, et donc c'est en 10 jours qu'avec les solutions qu'on a proposées, les équipes de Léon Gross, Patriarche et les équipes du projet ont pu déjà garantir un niveau de performance environnementale à l'égard de ce qui leur a été demandé dans le concours, premièrement, et deuxièmement, partager des tableaux de bord qui ont été présentés de façon ludique et pédagogique à l'égard d'élus ou de maîtrise d'ouvrage. Là, en l'occurrence, c'était l'école d'ingénieurs Builders, de façon ludique. Il n'y avait pas besoin d'être expert du carbone et de la construction bâtiment pour s'approprier de façon pédagogique le tableau de bord qui leur a été partagé devant les yeux. Le succès fait que ils ont remporté ce concours. Il y a bien sûr tout un tas de choses qui font qu'on gagne un concours, c'est pas que le carbone, mais c'est un exemple concret. Ok. Et selon toi, parmi tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui est la chose qui a motivé l'usage de Time2Beam sur ce projet-là? La chose, remporter le concours ou tu vois d'autres choses? Ouais, je trouve que la chose qui a été le plus... en fait, on était un peu l'outil de la dernière chance. Okay. Enfin, c'est triste à dire, mais il restait 10 jours. Tu vois, ils ont dit, nous reste 10 jours. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Après, si les équipes de Léon Gross ou les autres équipes veulent partager quelque chose, je sais pas s'ils sont là dans la salle, ils peuvent le faire. Mais nous, on l'a senti un peu comme ça. C'est apparemment, vos outils sont capables de répondre à ce besoin. De toute façon, nous, de notre côté, il nous reste 10 jours. On n'a pas grand-chose à perdre parce que si jamais on n'a pas grand-chose à montrer, en fait, c'est toujours là où on en est maintenant. Donc, on y va et on voit ce que ça donne. Et en fait, sous 10 jours, prise en main de l'outil, simulation de variantes, présentation de rendu, remport du concours. Ok, incroyable. Donc là, du coup, on a parlé d'Anmar, on a parlé de Léon Gross, on a parlé de Patriarche, qui sont plutôt des gros acteurs. Est-ce que, un peu de la même manière que tu vas poser la question sur outils, mais est-ce que ce type de démarche aujourd'hui, c'est réservé aux grosses structures ou est-ce que ça peut être intégré assez rapidement sur des structures qui sont en développement? Ouais, alors tout à fait. Enfin, nous, encore une fois, l'outil a été conçu pour toutes les agences d'architecture. D'abord, quels que soient les outils de modélisation utilisés, premièrement, quelles que soient les méthodes en place, on s'intègre aux méthodes actuelles de l'agence, quel que soit leur niveau de maturité à l'égard de ces méthodes. À côté de ça, ce qui compte, c'est pas question d'outils, c'est pas question de taille. On travaille avec des agences qui sont aussi plus petites. Aujourd'hui, on a des agences qui font moins de 7 collaborateurs, parfois qui viennent de se lancer, ils sont 2 ou 3 associés. Ce qui compte, c'est la volonté pour l'agence de vouloir vraiment intégrer ce prisme via la prise de conscience marché stratégique pour l'agence. Ça, c'est le plus important. Mais c'est vraiment pas qu'une question de taille, une question d'outil, une question de méthode. Ah, c'est intéressant. Et je pense du coup aussi comme un outil d'aide à la décision, je pense sur certaines choses, même dans la construction de leur offre et proposition d'honoraires, non? Ouais, clairement. Clairement, alors c'est vraiment un truc qu'on voit dans la durée, hein, la partie amélioration des honoraires, pardon, amélioration des honoraires, essayer d'optimisation de temps. Mais pour ça, après, pour aller plus loin dans l'optimisation de ces temps passés, de ces honoraires, de ces suivis projets, pour quantifier vraiment le gain réel, on revient à un outil comme le vôtre, hein, comme outil. Il faut piloter sa trésorerie, il faut piloter sa rentabilité à faire. Pardon. Il faut piloter sa rentabilité à faire. Et c'est là que un outil comme celui d'outils et ce que vous proposez, vous, prend sens aussi pour valoriser ces implications. Ouais, c'est pour ça que finalement, effectivement, nos deux outils sont quand même assez complémentaires. Pas forcément au même moment de la chaîne de valeur, mais assez complémentaires.
Ok, trop cool. Je vois que Karim nous a posé une question dans le chat. Alors, il te demande, peut-on créer un espace commun pour plusieurs indépendants différents, architectes, MOE, coordinateurs de travaux, pour plusieurs projets à venir où nous souhaitons répondre? C'est la première fois qu'on nous pose cette question. Sincèrement, aujourd'hui, je pense que techniquement, ça a quand même ses limites parce que plusieurs organisations sur la même interface pour plusieurs projets, je pense pas que opérationnellement aujourd'hui on soit capable de mettre à disposition une interface sur plusieurs agences. Après, si c'est une seule et même entité qui rassemble plusieurs indépendances, qui peut arriver sur des GIE par exemple, alors on peut l'environner, on peut le challenger ensemble et on peut en effet planifier une rencontre pour étoffer un peu tout ça. Super, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Là, l'objectif, c'est de faire de ces 15 minutes restantes un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Moi, j'avais peut-être une question, Amélie, en attendant qu'on en ait d'autres. On a beaucoup parlé du coup du contexte réglementaire et environnemental. Tu as parlé aussi de la contrainte réglementaire qui arrive aussi sur la notion de Facture X. Est-ce que tu as moyen de peut-être d'étoffer un peu plus ce sujet pour ouvrir un peu les débats aussi sur ce type de réglementation? Carrément, avec plaisir. Nous, c'est vrai qu'au niveau de la gestion de projet et de la gestion administrative et financière, c'est la grande réforme qui va impacter en fait la gestion d'agence, Facture X, facture électronique. C'est une réforme qui va entrer en vigueur en septembre 2026 et du coup qui obligera toute la profession à passer sur la facturation électronique et donc d'avoir un outil qui soit en capacité de proposer cette facture électronique. Et donc, du coup, ça pose la question de se dire, demain, comment je le fais? Est-ce que je le fais avec mon comptable? Est-ce que je le fais avec un outil spécifique? Et nous, chez Outils, on a choisi en fait d'intégrer dans le logiciel un prestataire qui va permettre de rendre nos factures compatibles en fait avec la réglementation Facture X. Et on va même aller un petit peu plus loin, puisqu'en fait, dans toute la profession, il y a toujours un enjeu de venir déposer ses factures, pour certains sur Chorus Pro, essentiellement en France, ou à l'international sur PayPal. Et en fait, on va permettre à nos clients de pouvoir directement transférer en fait leurs factures sur Chorus Pro pour ceux qui utilisent Chorus Pro ou sur PayPal à l'international. Et donc là, c'est un gros enjeu, puisque en fait, typiquement, on a des clients belges, Facture X rentre en vigueur le 1er janvier. Et en France, là, c'est le moment de se dire, c'est pour septembre. Il y a encore quelques mois pour la mise en place, mais il faut l'anticiper parce que derrière, de toute façon, ce sera rendu obligatoire et c'est un format, en fait, pour rentrer dans le petit détail technique, qui fait qu'en fait, une facture doit être lisible en PDF, mais également avec un système d'encodage pour s'assurer de la conformité de la facture. Ok, vous avez mis à disposition des contenus du coup pour étoffer un peu toutes ces détails de la réglementation et des actions de sensibilisation à mener aussi en interne. Vous avez construit des choses? Ouais, complètement. Si ça intéresse certains d'entre vous, on a mis en place un livre blanc qui explique beaucoup plus en détail que ce que je viens de le faire, toutes les dates, toutes les contraintes, comment s'y préparer. Donc, on pourra vous l'envoyer à l'issue de ce webinaire. Et on va aussi mettre en place un webinaire dédié à la Facture X pour justement vous aider à vous préparer, à être dans les temps préparés à ce changement réglementaire. Ouais, j'en profite pour rebondir pour faire la pub aussi de nos livres blancs sur l'architecture bas carbone. On a quelques-uns voilà qui sont disponibles sur les réflexes de conception pour à l'égard de ces réglementations environnementales, adopter les bonnes méthodes. N'hésitez pas à télécharger aussi ce qu'on fait. Et on en aura justement un prochain qui va arriver, qui va être davantage tourné vers cette modification de méthode et l'approfondissement des seuils et des usages à venir. Trop chouette. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en vois pas pour le moment dans le chat, mais n'hésitez pas si vous posez des questions sur tous ces sujets qu'on vient d'aborder aujourd'hui. On vous laisse encore quelques minutes pour nous les poser.
Bon, je pense qu'on a été très clair, Camille. Ouais. Pas de questions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Top, et si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. Ouais, complètement. Vous avez nos coordonnées sur cette slide. Il va y avoir un replay aussi qui sera disponible de ce webinaire qu'on vous enverra et qu'on enverra aussi aux personnes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Donc, si vous voulez approfondir ces sujets, de justement intégrer toute la partie carbone dans votre gestion de projet ou optimiser votre gestion de projet au global, n'hésitez pas à nous contacter directement, soit Camille, soit moi. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous de manière plus personnalisée en rendez-vous. Trop bien. Merci à tous du coup. Merci à tous. Merci à toi, Camille. Merci à toi, Aurélie. Merci aux équipes d'outils pour l'organisation de ce webinaire et pour la collaboration qu'on a pu mener. Franchement, vous êtes au top. Écoute, plaisir partagé et compliments partagés. Trop bien. Super. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.